Même si c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on aurait pu avoir une grosse remise en question parce qu'on n'avait plus d'économie, pas de boulot fixe, etc. Et je sais pas, je trouve qu'on a osé et ça s'est très bien passé pour nous au final. Salut, c'est Lucie. Salut, c'est Alban. Bienvenue chez nous sur un nouvel épisode de Sous les aurores. Pour ceux qui nous suivent en vidéo sur YouTube, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas chez nous. La raison est simple, nos invités d'aujourd'hui sont des amis et nous nous sommes rendus chez eux parce qu'ils attendent un heureux événement qui peut arriver à n'importe quelle minute presque au moment où on se parle. Je vais commencer par vous poser quelques petites questions pour que les auditeurs apprennent à vous connaître. Je vais vous demander comment tu t'appelles, depuis combien de temps vis-tu en Norvège, dans quel domaine travailles-tu, et enfin, si tu peux nous partager un petit culture choc qui t'a marqué quand tu es arrivé ou que tu continues de vivre au quotidien. Je m'appelle Jean-Briac Vanel. Ça fait 5 ans que j'habite en Norvège. Je travaille dans une entreprise médicale, en finance plutôt. Ce qui m'a un petit peu surpris quand on est arrivé, c'était le début du Covid. Et les Norvégiens trouvaient que de respecter 2 mètres de distance, c'était pas assez. C'est vrai. Ça les forçait à se rapprocher. Voilà. Et puis on a ta femme à côté. Est-ce que je vais te poser les mêmes questions? Comment tu t'appelles? Depuis combien de temps vis-tu en Norvège? Dans quel domaine travailles-tu? Et si tu peux nous partager un culture choc. Coucou, je m'appelle Alua, A-L-U-A, mais en kazakh, ça va être plutôt Alua. Ouais. Et en anglais, c'est Alua. Donc, c'est un peu compliqué. Je travaille avec CRM système. Des Dans la- logiciels informatiques, on est un peu dans le même milieu, Voilà. Aloua et moi. Et choc culturel, c'était à Ålesund quand j'y arrivé et dans le bus, tout le monde était assis très très loin de chacun et Et c'était pas le Covid. c'était pas le Covid. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi la Norvège? Parce que donc, on n'a pas précisé, mais tu l'as dit, tu es kazakh, Aloua, et JB, tu es français. Ouais. Donc, comment vous deux, vous êtes arrivés en Norvège? La raison principale, c'est que je voulais faire mes études master et j'ai trouvé l'université en Norvège. Et pourquoi en Norvège? C'est parce que je pouvais étudier en anglais presque gratuitement. Ouais, voilà, c'est la raison principale. Ouais, c'était Ouais. bénéficier de ce système tout en faisant des études en anglais. C'est vrai que c'est un super bénéfice. Ouais. Et du coup, tu es arrivé en quelle année pour démarrer C'était ton master, c'est ça? 2019, je pense. 2019? Oui. C'est parce qu'on habitait en Thaïlande, nous deux, et je voulais faire un master plus proche de France, de l'Europe. Donc, au niveau des formalités, Oui, si tu as tous les documents. Et pour moi, comme Kazakh, c'est tout le temps le même truc. Si je veux faire quelque chose à l'Europe. c'est quand même c'est- beaucoup de paperasse. Ouais, mais pour moi, j'ai T'as vraiment l'habitude. habitué Mm. que je dois faire ça. Et c'est beaucoup de paperwork, Ouais. mais c'est juste quelque chose que Ouais, j'ai donc, habitué. donc on avait faire. déjà parlé avec d'autres invités que, en général, que ce soit pour arriver pour le travail ou pour les études en Norvège, quand on appartient à l'Union européenne, tout est quand même simplifié. Ouais. Mais donc toi, Aloua, tu fais partie des exemples hors UE Mm. où ça se fait, mais c'est plus lourd. J'ai soumis Ouais. mon application dans 3 universités, je pense. Ok. Et j'ai eu un réponse positif de 1, sans 3. Donc, je pense que c'était plus ou moins difficile parce que j'étais pas admis Partout. dans tous les 3. On avait pensé à d'autres pays, par exemple en Italie, il y avait des masters qui étaient intéressants. En France aussi, Ouais, mais en moi j'avais France. pas vraiment envie Ouais. d'aller en France, mais il y avait quand même des universités gratuites et avec des masters en anglais, il me semble. Ouais, et comme ça, je aussi pensais
améliorer mon français. Si j'ai des études en France, je peux parler plus ou moins français, donc ça va aller. Mon premier choix était Norvège parce que c'est vraiment en anglais. Et du coup, toi, JB, Aloua est admise en master en Norvège. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu pars avec elle? Eh ben, c'était déjà un projet auquel on avait réfléchi peut-être 2 ans avant de partir de la Thaïlande. D'accord. On savait que en Thaïlande, moi j'avais un boulot après mes études qui était plutôt sympa, mais on voyait pas forcément trop de perspectives d'évolution pour Aloha. Attends, mais quand même, je suis curieux, parce qu'avant de comment JB a rejoint Lua en Norvège, comment vous vous êtes rencontrés? Est-ce que c'était en Thaïlande? Comment JB et Aloua sont arrivés en Thaïlande et comment ils se Comment sont ça- rencontrés. Ouais, c'est ça. C'est vrai, faisons un petit... J'ai envie qu'on fasse une petite Ouais, parenthèse ouais, sur je ça, pense parce que c'est que- quand même un parcours aussi très particulier. Ouais, c'est une très bonne idée. Aloha, en fait, est venue étudier dans mon école de commerce à Lille. C'était en 2013, je crois, la première fois. Ouais. Et on s'est rencontrés là-bas, on s'est croisés à des soirées. Et voilà, on était un peu des amis d'amis. Et après, moi, je suis allé faire un échange universitaire au Kazakhstan, à Almaty, la ville dans laquelle Aloha habitait. Qu'est-ce qui t'a un peu... Est-ce que là-bas aussi, qu'est-ce qui t'a frappé peut-être de la culture? C'est très différent en tout cas de la Norvège, dans le sens où là-bas, il fallait vraiment parler un peu de russe pour pouvoir s'en sortir. Ok. Très peu d'anglais et tout était intéressant parce que c'est une culture que je connaissais absolument pas. Je pense que j'avais presque pas entendu parler du Kazakhstan avant de décider d'y aller pour 6 mois. Donc c'était une sacrée expérience et ça alternait avec des gens qui étaient très accueillants, mais aussi parfois des conversations avec des chauffeurs de taxi qui étaient pas toujours très agréables ou voire un peu agressives. C'était très particulier comme expérience. Mais j'ai passé un super séjour là-bas et c'est là que Aloha et moi, on a commencé à sortir ensemble. Et après, Aloha est revenue étudier dans mon université pour un 2e semestre, donc en France. C'est fou la vie, hein. Tu viens dans l'école de JB, il part étudier au Kazakhstan et tu reviens dans l'école de JB. Mais Incroyable. oui. Exactement. Ouais. Aloua, Rien elle t'avait n'était déjà calculé. tapé dans l'œil en France? Oui, absolument. Elle m'avait déjà tapé dans l'œil en France. Parce que bon, choisir une université au Kazakhstan, peut-être qu'il y avait une motivation sous-jacente. Pour le coup, je savais déjà que j'allais Ah, d'accord. partir en échange au Kazakhstan Ah ouais. avant de rencontrer Aloha. Ah, trop drôle. Ah, ok. trop drôle. Non, mais c'était meant to be alors. Exactement. Ouais. Mais moi, j'ai revenu en France à Ouais. cause de Jean-Briac. Voilà, ok. Oui. Exactement. Ok. Et après, une fois que tu es revenu en France, c'était très sympa. On a pu être ensemble pendant 6 mois encore. Donc ça, c'était chouette. Mais après, tu as dû rentrer au Kazakhstan. Moi, je suis allé faire mon premier boulot en Allemagne. Et là, on était du coup séparés pendant au moins 1 an et demi en longue distance. Donc Punaise, bravo, c'était- hein. Ouais, c'était Ça, c'est le vraiment baptême du difficile. feu. Hein. Ouais, Ouais. absolument, ouais. C'était difficile, il y a eu beaucoup de rebondissements, on se manquait beaucoup. Et je pense que si on avait tous les deux su que ça allait durer 2 ans, on aurait peut-être fait autre chose. Mais au final, on a tenu bon. Et on s'est retrouvés petit à petit dans certains pays. On a fait par exemple Nouvel An au Kyrgyzstan ensemble, c'était très sympa. Ah ouais, trop Euh, chouette. Mais on s'est quand même pas beaucoup vus. Ah oui, malgré Et, tout. Ouais. ouais, et en fait, on s'est retrouvés en Thaïlande parce que moi, j'avais déjà fait un stage là-bas pendant mes études. J'avais beaucoup aimé. C'était très sympa, très différent de l'Europe. Et pour Aloha, c'était plus facile d'obtenir un visa de travail, je pense, pour la Thaïlande que pour l'Europe. Ouais. Ok. Et donc, du coup, c'était assez facile pour nous deux de se retrouver là-bas. Ça s'est très bien Donc, vous goupillé. avez choisi ensemble d'aller en Thaïlande? Voilà. Mais donc, Aloha est arrivé vraiment un peu du jour au lendemain. Me retrouver en Thaïlande 1 mois après que je sois arrivé, juste avec une valise, et on n'avait jamais vécu ensemble, donc c'était quand même un Ah pari ouais. un peu fou. Ah ouais, ouais, Deuxième incroyable. baptême du feu. Ouais, exactement. Mhm. Ouais. Mais ça s'est très très bien passé. Je pense qu'on s'est tous les deux vraiment bien adaptés à la culture là-bas. On a passé un super 3 ans consécutifs en Thaïlande. Non, mais c'est clair que Kazakhstan, France, Thaïlande et après Norvège, on peut Allemagne au dire... milieu. et Allemagne puis au il y a milieu. quelques- Non, mais on se passer de retrouve, l'Allemagne ouais. à la Thaïlande, ça doit être aussi un petit choc, Voilà. comme nous, de l'Argentine à la Norvège. On peut dire que vous êtes adaptable. Et c'est ça, au final, qu'on recherchait. C'est une des raisons pour laquelle on est arrivé en Norvège.
c'est qu'on voulait vraiment vivre une expérience différente de la Thaïlande. Et là, pour le coup, c'était le grand écart sur tous les points de vue. La culture était très différente, la chaleur des gens aussi était très différente, le climat, le coût de la vie, même le relief, enfin, c'était le grand écart. Mais c'était parfait pour nous parce que vu qu'on habite chacun, on est tous les deux nés d'un continent différent, parce que c'était important pour nous d'essayer de trouver dans quel pays, au final, on aurait envie de vivre un jour ensemble. Du coup, on a pu voir deux extrêmes. Et au final, maintenant, on a décidé de rester en Norvège. Et je pense qu'on y est encore pour un bout de temps. Avant qu'on revienne après peut-être sur votre arrivée en Norvège et comment ça s'est fait, qu'est-ce qu'Aloua, toi, tu as beaucoup aimé en Thaïlande? Qu'est-ce qui t'a plu? La vie était vraiment belle. Déjà, la cuisine. Mais en Thaïlande, j'ai travaillé comme prof dans l'école avec les enfants. Les enfants commencent de 10 ans jusqu'à 17 ans peut-être. Un peu prof de français, mais principalement c'était business studies. Ok. C'est parce que Études de commerce. j'ai fini l'école de commerce, mais aussi en Thaïlande, quand tu travailles dans l'école internationale, tu peux faire un peu De tout. Ouais. Et j'étais prof de musique. Tu es flexible. Si vous avez un poste qui s'ouvre, n'hésitez pas à en parler. Et au final, ça te plaisait beaucoup, non, ce job? Ouais, et j'adorais ce job. J'adorais travailler avec les enfants, avec les teenagers. Je pensais que c'est très drôle. Mais aussi, working hours, comme le prof, était vraiment bien. Tu donnais peu d'heures de cours au final? C'était des petites journées? Ouais, je finis 4 heures de après-midi. Un avant-goût de la Norvège. Ouais, Et c'est ça. en Norvège, c'est normal, mais dans les autres pays, c'est vraiment... Oui, toi, JB, en Thaïlande, tu n'avais peut-être pas les mêmes horaires qu'Aloua en travaillant dans une entreprise. Ouais, c'est vrai que j'avais des horaires, au final, c'était 8 heures par jour, mais il y avait une plus longue pause le midi, et surtout, il y avait beaucoup de temps de trajet pour aller au boulot le matin et le soir. Vous habitiez où en Thaïlande? On habitait à Pattaya, et moi, je travaillais dans une usine dans la campagne de Pattaya, et c'était comme 1h20 de trajet aller, 1h20 de trajet retour, Ah ouais. et dans des conditions de circulation qui étaient vraiment difficile, où j'avais un peu l'impression que j'allais mourir 2 fois par jour en faisant ce trajet. Ah oui, c'est pas anodin quand même. Ouais. Donc, Ouais, c'était ça rajoute un petit stress quand même. Absolument. Voilà. Et c'était aussi un des gros aspects pour moi qui m'a donné envie de partir de la Thaïlande. C'est un peu bizarre de dire ça pour les gens qui me connaissent, mais la sécurité sur les routes, j'ai trouvé que c'était... Oui, parce au que JB final, est adepte des routes sur 2 roues, sur 4 roues. Et des sauts parachute aussi quand même. Hein. Donc, oui, voilà, oui, c'est oui, pas oui. que les roues. Non, l'air aussi. L'adrénaline, ça le botte. Voilà, c'est vrai que l'adrénaline 2 fois par jour, quand on la cherche pas, Ouais, ça, par contre, c'était plus dur. c'était un peu dur. Ouais. Et c'est vrai qu'on était content d'arriver en Norvège où là, il y avait, on se sent bien, les gens sont respectueux. On a un sentiment de sécurité au final ici, qui est très appréciable. C'est difficile à quantifier. Je pense que ça vaut le soleil de la Thaïlande. Donc si on revient au moment où Aloua est admise dans une université en Norvège, quel est votre plan en tant que couple et toi, JB, du coup, dans ta vie pro pour venir en Norvège? Ouais, donc on avait un petit peu réfléchi, donc un peu de temps avant que Aloua soit admise. On avait quand même un plan dans notre tête. On est des gens assez organisés. Et donc on avait fait des économies avant que cette décision ne tombe. Et moi, j'avais aussi une envie assez intense de voyager, parce que là-bas, en Thaïlande, on avait très peu de vacances, comme beaucoup d'expats peut-être, ou de locaux qui travaillent dans des pays comme ça. Et j'avais envie de voyager un peu en Asie du Sud-Est avant de partir. Et donc, une fois qu'Aloua a eu cette décision-là, presque immédiatement, j'ai annoncé à mon entreprise que du coup, j'allais quitter l'entreprise. Et j'ai quitté mon entreprise assez rapidement pour me laisser 3 mois pour pouvoir me balader un peu en sac à dos en Asie du Sud-Est avant qu'on déménage en Norvège. Et Aloua t'a accompagné aussi pendant ces 3 mois? Non, parce que Aloua, elle était encore en train de travailler à ce moment-là et elle est allée un petit peu plus tôt que moi en Norvège
pour commencer les semaines d'intégration dans son université. Donc c'est dire combien tu étais avant-gardiste, JB, en étant déjà entretenu par ta femme. Absolument. Et ça, c'est vrai que c'était un moment qui était plutôt sympa. C'était une bonne transition pour moi. Et puis après, j'ai vraiment vécu l'expérience de suivre ma femme un peu pour sa carrière, on va dire. Mhm. Donc, je suis arrivé, moi, en Norvège sans aucun boulot, sans aucun chômage, à vivre dans une résidence étudiante avec Aloha. À dans la vivre ville d'amour et d'eau d'Ålesund. fraîche. Exactement. Ouais. Du coup, vraiment juste pour intéressant. préciser, vous n'êtes pas arrivé à Oslo. Vous êtes Non. arrivé À Ålesund. à Ålesund. Donc, comment vous situerez Ålesund en Norvège pour ceux qui ne connaissent pas très bien la Norvège? On va dire dans l'imaginaire, c'est un peu au nord-ouest de la Norvège, Mhm. même si géographiquement, c'est plutôt au milieu. Ouais. Mais c'était quand même vraiment loin au nord de Oslo, sur la côte ouest. Donc, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de pluie, non-stop. C'est au bord de la mer? C'est au bord de la mer, voilà. C'est combien d'heures d'Oslo en avion ou 8 heures. 8 heures en Mhm. voiture? Ouais. Mhm. C'est assez loin de la capitale, quoi. Voilà. Mais ça, d'ailleurs, les distances en Norvège, on a du mal parfois à réaliser. Nous, 8 heures, c'est peut-être un Marseille-Paris, grosso modo, je dirais. 8 heures, on arrive pas très loin en Norvège. Par exemple, si on aime bien le Grand Nord, Tromsø, et il y a encore plus haut que Tromsø en Norvège, c'est du 24 heures de route facilement. Donc c'est pour vraiment Ouais. vous donner une échelle de la Norvège. C'est un très grand pays, très étendu. Et très accidenté aussi. Donc, au lieu d'avoir des grandes autoroutes, on va tout droit jusqu'à la ville d'après. On est obligé de passer dans des tunnels, serpenter autour des fjords. Donc, c'est vrai que on avait l'impression d'être isolé dans une petite ville un peu comme ça, alors qu'il y a Et quand même une c'est grande ville à l'échelle de la Norvège. mais- Vraiment petite ville. Et toi, du coup, à Loa, tu arrives un peu avant JB, tu commences ton master. Ouais. Et toi, JB, ensuite, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives? Est-ce que tu te mets direct à une recherche de boulot ou... C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir commencé directement. C'est vrai que j'avais avant ça faisait 4 ans que je travaillais non-stop pour la même boîte. Ok. Et du coup, quand je suis arrivé en Norvège, donc un peu avant de partir de la Thaïlande, j'ai fait des voyages en sac à dos. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et une fois que je suis arrivé en Norvège, je pense que j'ai aussi pris un petit peu mon temps avant de rechercher un boulot parce que j'avais vraiment pas eu de longues vacances depuis longtemps. Ok. Et puis j'ai commencé à chercher du boulot, je pense, 2 mois après, quelque chose comme ça. Et on va parler de C'est ta ça. recherche d'emploi, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les bonnes surprises à votre arrivée en Norvège? Est-ce que vous avez aimé directement? La météo. Non, mais la météo, on est arrivé tout fin août, à Loa, plutôt début août, mais c'était encore assez sympa. C'était plus ou moins l'été, donc ça allait. Par contre, rien que l'arrivée en avion ou, je sais pas, le bus pour rejoindre la résidence étudiante, les paysages sont absolument magnifiques, surtout sur la côte ouest. Donc, c'est une région très accidentée avec des sortes de grandes montagnes qui se jettent dans la mer, l'océan un peu sauvage. C'est magnifique. Donc, la ville d'Ålesund est en plus connue pour son art nouveau. C'est une ville entière qui avait brûlé au début du XXe siècle. Et c'est charmant. Donc là, ça nous a fait aussi un choc parce que en Thaïlande, c'est des paysages très différents, bien sûr, très, très tropical, mais c'était aussi, il y avait de la pollution sur le sol, des plastiques, des trucs comme ça. En Norvège, c'était vraiment un tableau. N'importe où tu regardes, c'était vraiment très, très beau. Vous en avez pris direct plein les yeux. Exactement. Et cette fluidité peut-être des services, des transports, est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a marqué à Loa ou tu as eu d'autres impressions en arrivant en Norvège de choses qui t'ont agréablement surprise? Un truc que j'aimais beaucoup de Norvège, c'était que tout le monde Suis les règles. suit les règles, oui. Mm. Et tout est en ordre. Tout fonctionne. Oui, tout fonctionne. En C'est Thaïlande, fluide. c'est un peu Wild West. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, ok, Un ouais. peu. Certains moments, c'est bien. Mais pour vivre longtemps, c'est aussi fatigant. Mm. Oui, voilà. Oui. Ça a un peu été C'est notre expérience aussi avec l'Amérique latine. Mm. Où
on adore. On a besoin parfois de cette chaleur humaine qui peut manquer en Norvège de manière générale. Après, ça reste un stéréotype aussi, hein, mais le désordre peut plaire. On est bien content ensuite de retrouver l'ordre en Norvège. C'est quelque chose qui m'avait vraiment séduit de la Thaïlande, c'était le chaos, le vrombissement constant des gens, des commerces, etc. Tu vois, tu parlais à l'instant de fluidité des transports en commun. Alors oui, en Norvège, tu as des beaux bus et ils sont à l'heure, mais en même temps, en Thaïlande, tu pouvais être à 3 heures du matin, trouver des petits bus locaux ou des taxis mobylettes. Tout était toujours ouvert. Alors quand on arrive dans un village comme Olesund, là, c'était calme, c'était ordonné, mais c'était aussi vide et très peu animé. Donc c'était très étonnant pour nous de passer de l'un à l'autre, d'une semaine à l'autre comme ça. Est-ce que du coup, rapidement, si vous vous êtes dit, là on vient de parler des bons côtés un peu à l'arrivée, est-ce que vous vous êtes dit, oula, il y a des choses qui vont être difficiles? Je pense la météo, c'est devenu quand même un sujet rapidement. Parce qu'on s'est rendu compte, en arrivant quand même en plein été, qu'il faisait pas très très chaud. Je sais pas, il devait peut-être faire La 18 météo en degrés. hiver à Olesund, je recommande pas. Ouais, parce que Beaucoup de est-ce qu'il y a il y a pas beaucoup de neige aussi. Exactement. Ça Ouais. doit pas aider. Bah, ça, C'est c'est humide. Ouais. c'est un vrai conseil parce que dans le podcast, on essaie de demander en général à nos invités qu'est-ce que vous conseillez. Ben voilà, il faut savoir que, et je pense que c'est pas juste Olesund, c'est la côte ouest, peut-être de manière générale. Ouais. Il n'y a pas peut-être autant de neige que ce que nous on peut avoir dans les Non. terres. Ouais. Mm. Ok, ouais. Donc Il n'y a ça, pas de neige, c'est aussi froid, Ok. beaucoup de pluie, pas beaucoup de soleil, parce que le village est dans un creux un peu un peu, Mhm. il y a des montagnes de chaque Ouais. côté, donc on ne peut pas voir C'est très au nord. beaucoup Ouais. de soleil, et aussi les nuages sont là tout le temps. Et par contre, pour du tourisme, par exemple, parce que nous, on n'y est jamais allé avec Lucie, est-ce que vous recommandez d'aller voir Ålesund? Absolument. Ouais. Non, c'est une ville vraiment magnifique. La ville en elle-même, architecturalement, est très belle et les paysages sont splendides. Oui. Donc, on recommande à 100%. Et puis c'est pas loin des fameuses routes transatlantiques, non? Qui sont aussi hyper connues parce que tu roules sur la mer, en gros, sur des ponts super beaux. Ou de routes de montagne comme Trollstigen, c'est une route qui serpente une montagne qui est très connue en Norvège. Donc non, c'est un spot parfait pour passer des vacances. Mais effectivement, les gens qui souhaiteraient y vivre, il faut savoir que la météo est pas égale d'un endroit de la Norvège à l'autre. Et là-bas, c'est quand même très humide, très pluvieux. Et je pense que ça joue quand même beaucoup sur le moral. Et c'est proche du cercle polaire arctique, donc la luminosité en hiver est effectivement très réduite. Et Aloua, comment c'était d'être une étudiante en Norvège? Parce que tu as été étudiante aussi en France, par exemple, et bien sûr au Kazakhstan. Comment tu compares ton expérience? Est-ce qu'il y avait des choses particulières en étant étudiant en Norvège? Quand j'ai commencé mon master, j'ai déjà aussi assez mature et je savais pourquoi je veux faire ça et tout ça. Donc, quand j'étais étudiant, j'ai pris tout vraiment sérieusement et je pensais que ça peut être encore mieux. Pour comparer avec les études que j'ai fait à France, à l'IESEG, je pense que ça, c'était vraiment, vraiment bien. C'était pas très classique, mais ça donnait beaucoup de connaissances de différents sujets sans être trop lourde. Mais en Norvège, c'est vraiment, vraiment classique. Tu lis beaucoup, tu écris beaucoup. Et pour certains gens, et pour moi aussi, c'était bien. Mais je pense qu'en France, c'était mieux. Quand on est arrivé en Norvège, au final, on a pris un pari quand même assez fou, assez risqué aussi, parce que on a tous les deux quitté notre boulot en Thaïlande pour venir avec nos économies, mais on n'avait quand même pas grand-chose une fois qu'on est arrivé en Norvège. On n'avait pas de boulot là-bas. Nos économies, elles ont fondu en 6 mois parce que la Norvège, c'est quand même très très cher, même quand on vit en résidence étudiante. Ouais, et même en dehors de la capitale, ça coûte cher quand même. Absolument. Ouais. Donc les logements. Après,
Les logements étudiants, est-ce que tu avais accès à ça avec ton master, au logement étudiant? Oui, on était dans une résidence étudiante avec Aloua. Je pense que c'était quand même moins cher que de t'avoir un appartement dans Mm. Olésoun, mais je pense qu'on payait peut-être 6000 couronnes, quelque chose comme ça. Donc à l'époque, l'équivalent de plus ou moins 600 euros, autour de 600 euros pour une chambre étudiante. Ouais, je pense. Peut-être un peu moins. 5 000, c'est pour chambre Seul. partagée avec Ah. un autre étudiant, avec partagée cuisine. D'accord. Ah. Vous aviez comme un petit appart que pour Et vous? nous, on avait, oui, Ok, petit d'accord. appart pour les couples. Ouais, Mm. ok. Et ça, c'est cool parce Ça, c'est super que intéressant, il ouais. avait des options comme ça pour les familles. Ouais. Euh, Ok. Ouais, c'est chouette Oui. ça. Et est-ce qu'il y a des aides de l'État norvégien pour les étudiants? Non. Non. Je pense que si on était peut-être dans un cadre particulier ou que si tu avais eu une bourse, on aurait peut-être pu avoir quelque chose, mais là, en l'occurrence, on n'avait droit à absolument rien, même si on n'avait pas du tout de revenus, quoi que ce soit. Rien que d'être accepté dans la résidence étudiante, il y avait déjà des places limitées. Mm. Mais c'est vrai que pour nous, c'était quand même un gros poste de dépense. Et pour une fraction de ce prix-là, en Thaïlande, on vivait dans Bah, une bien sûr. tour au bord de la mer, avec piscine sur le toit, etc. Donc, Et est-ce que vous C'était avez eu des moments de doute étonnant. au début, justement en pensant à votre building avec piscine au bord de la mer et votre en pad étant dans thai. une chambre étudiante en Norvège? Est-ce que vous avez eu des doutes à ce moment-là ou vous saviez pourquoi vous étiez là et du coup, pas Moi, de doute? je crois qu'on on avait un plan, on était assez serein et on avait aussi fait un bon tour de la Thaïlande, donc on savait qu'on voulait autre chose. Et je Mm. pense que quand on est déterminé comme ça, même s'il y avait beaucoup de risques, les choses s'emboîtent quand même plutôt bien Mm. et au final, ça nous a vraiment très bien réussi. Même si c'est vrai qu'au bout de 6 mois, on aurait pu avoir une grosse remise en question parce qu'on n'avait plus d'économie, pas de boulot fixe, etc. Et je sais pas, je trouve on a osé et ça s'est très bien passé pour nous au final. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est d'oser. Il faut prévoir, hein, faut pas venir. Oui, heureusement que déjà vous y avez 6 mois d'économie. Voilà, faut quand même se projeter. Aussi bien vous que nous, on avait les expériences d'expatriation, en tout cas des expériences de vivre à l'étranger avant ça. Donc ça nous a peut-être donné certaines clés pour arriver à s'établir dans un nouveau pays. Mais du coup, au bout de 6 mois JB, plus d'économie, Aloua est dans le master, qu'est-ce qui se passe? Assez rapidement, Aloua a trouvé des petits boulots de serveuse dans Olesun. Donc ça a aidé. Moi, j'ai fait plusieurs entretiens. D'abord à Olesun. Là, c'était un petit peu dur. Mais faut se dire que quand même dans des petites villes comme ça, la barrière de la langue au niveau du travail, c'est quand même quelque chose d'important. Toi, tu cherchais en finance? Voilà, je cherchais une Mhm. sorte de contrôle de gestion. Mais j'étais quand même assez flexible sur beaucoup de jobs. Mais c'est vrai que c'est des petites communautés de gens qui se connaissent. Et quand tu parles pas la langue, ça peut quand même être un frein à l'embauche. Mm. Et c'est dur d'apprendre le norvégien en 6 mois aussi. Mais par contre, après, j'ai postulé à Oslo en me disant que, OK, à Ålesund, il n'y a quand même pas beaucoup d'opportunités. Et quand j'ai postulé à Oslo, en fait, entre Noël et le jour de l'an, j'ai eu une réponse très, très rapidement. J'ai fait un entretien en janvier et j'ai commencé un travail en février. Donc là, par contre, à Oslo, on avait l'impression que c'était une grande ville avec beaucoup d'opportunités d'emploi. L'anglais, c'était la langue du travail, il n'y avait pas de problème. Donc ça s'est fait très très vite en fait, une fois que j'ai Mm. postulé là-bas. Et toi, Loua, quand tu faisais des petits boulots à Ålesund, est-ce que la langue était un problème? Non, pas vraiment. Je pense que parce que il y a beaucoup des étudiants d'étrangers qui travaillent dans les restaurants, qui parlent pas très bien norvégien. C'est normal pour les locaux d'avoir service comme ça Oui. en anglais. C'était pas un problème du tout. Au final, on retrouve ça aussi à Oslo. C'est vraiment pas rare que dans le monde de la restauration, on s'adresse à nous directement en anglais. Et du coup, JB, tu trouves à Oslo, mais Aloua, elle est encore à Ålesund à ce moment-là. Oui. Absolument, ouais. Donc là, on a dû faire... Ça, c'était un choix un petit peu difficile. Du coup, on s'est dit, bah mince, Loua, elle a fait que 6 mois de master, elle en a pour 2 ans. Et là, moi, j'ai trouvé un job à Oslo. Apparemment, dans notre petite ville, c'était dur de trouver du boulot. Donc,
j'avais un peu abandonné. Et là, on s'est dit, bah, mince, on est arrivé ensemble en Norvège et il faut qu'on se sépare pour que je puisse aller travailler à Oslo, que Aloua finisse son master encore 1 an et demi. Et donc, c'était une décision. Ça ne nous a pas paru difficile à l'époque parce que c'était aussi un peu évident. Il faut dire que Aloua avait envie de vivre dans une plus grande ville aussi. Je pense que Ålesund s'était rendu compte que c'était un petit peu petit. Et donc, je suis allé tout seul habiter à Oslo. J'ai trouvé un appart à côté de mon boulot et j'ai laissé Aloua à Ålesund dans la résidence étudiante. Et vous êtes dit qu'à la fin de ton master, tu viendrais à Oslo. Voilà. Ouais, plus Et ou que moins. vous alliez faire un peu de distance, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est pas tout à côté d'Oslo, Ålesund. Oui. C'est vrai qu'on a eu de la chance. Il y a un événement bien heureux qui a frappé la planète entière. C'était le Covid, juste après que je Mais prenne cette oui, décision. ça a commencé quand tu as venir à commencé à Oslo. travailler. Absolument. Ouais. Donc, j'ai venu à Oslo en février 2020. Et je pense qu'en mars 2020, c'était Ouais. la crise mondiale où tout s'arrêtait un petit peu. Et en fait, ce qui a permis que l'université soit fermée, que Aloua vienne étudier. Au final, elle a fait des cours en ligne depuis Oslo. Donc, on a pu être réunis très rapidement. Et comme Ouais. quoi, Ça, les c'était agréable. planètes s'alignent pour vous. J'ai pris ticket pour l'Oslo et j'ai parti. Et Ciao. je disais tout le monde, ok, je pars à Oslo. Et tout le monde pensait, c'est fou parce que On va Faut devoir revenir dans 2 semaines. ouais, c'est juste 2 semaines. Et je pensais, non, ça va être pas 2 semaines. Ah ouais, t'avais J'ai senti le pressenti, truc. ouais. Hmm. Bah bravo. Hein. Yes. Mais vous osez, hein. C'était une époque aussi où on était. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. On avait juste, je sais pas, 2 valises chacun à peine. Toute notre vie était Transportable facilement. transportable, etc. Donc on avait cet esprit voilà, de tenter notre chance et ça nous a bien réussi. Pour compenser avec mes longs trajets de travail en Thaïlande, j'ai trouvé un appartement juste à côté de mon boulot à louer. Et ça a rendu ma vie au quotidien très agréable. J'étais content de retravailler après peut-être 8 mois d'arrêt, 8 mois de chômage plus ou moins. Donc non, j'étais content. C'était pas très agréable les premières semaines d'être tout seul à Oslo, mais après, Aloua m'a retrouvé. Donc j'ai pas eu particulièrement de choc par rapport à Ålesund. Je vivais un petit peu dans une bulle parce que on vivait sur cette sorte de presqu'île de Snarøya, dans Nebu, là où était mon boulot. C'est un quartier assez privilégié d'Oslo, Ouais. avec de très belles maisons. Et Il y a aussi maintenant des beaux immeubles. Et t'es vraiment au bord de la mer. Comment vous faisiez pour vivre là-bas? Parce qu'il y a un peu un contraste entre je suis étudiant, je viens tout juste de trouver mon job et je vis dans un des quartiers certainement les plus chers d'Oslo du pays. C'était... C'est vrai qu'après, on a eu, je pense, l'expérience de beaucoup d'immigrés, on va dire, en Norvège, où on vivait dans ces sortes de basement, donc de sous-sol, en fait, de maisons familiales. Des hibel. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'était, même si on était dans un très beau quartier, on n'avait pas l'impression d'être vraiment très fortuné pour autant. C'est des sous-sols au final qui sont assez sombres, un peu humides. Je décris peut-être ça de manière effroyable. Ouais, alors que franchement, ils avaient C'est même souvent une vue sur la chouette. mer. Ils Non, mais étaient à 5 mètres le de premier était aussi Oui. sur Snarøya? Voilà, le premier était aussi à Snarøya Ok. et c'est vrai que c'était un autre. Ah Starlink. oui, c'est vrai, Il y c'est a eu un vrai. Je me upgrade rappelais, entre deux. Ouais. je me rappelais plus du C'était premier, probablement mais devenu- effectivement, ouais. oui, là c'était pas très un basement. lumineux, Mais ouais. parce que en gros, pour les auditeurs, le hibel, c'est une partie de la maison que les gens louent. Alors c'est vrai que souvent ça peut être en sous-sol, mais parfois ça peut être aussi une maison annexe, Dépendance, voilà. une dépendance. Ouais, voilà, faut qu'il y ait une entrée autonome. Mais du coup, après, vous avez changé. Et vous étiez plus dans un basement du tout. Voilà. Ouais, après, j'ai trouvé encore plus proche du boulot, vraiment à 5 minutes à pied. Et là, on était dans une grande maison familiale et on avait une partie de la maison au rez-de-chaussée avec un appartement tout petit mais très récent, très mignon. Surtout une grande terrasse, un petit bout de jardin pour nous et vue sur la mer. Donc ça, c'était sympa, mais c'est vrai que pour se remettre
dans le contexte de là d'où on venait en Thaïlande, au final, en Thaïlande, on avait un peu l'impression d'être les rois du monde parce qu'avec un salaire un peu d'entrée français, on vivait comme des rois, on avait un bel appartement et en fait, on est arrivé à Olesun d'abord, on était dans une petite résidence étudiante avec vue sur un cimetière. En fait, C'était calme. on vous a sous-classé à Ålesund et surclassé à Oslo, mais au final, ça n'atteignait pas, comme vous avez été sous-classé avant, ça n'atteignait pas encore la Thaïlande non plus, quoi. C'est ça, voilà. Donc, les expériences au début, c'était. Ça faisait un grand écart quand même avec la Thaïlande. On était bien implanté, on connaissait bien, on avait notre confort. Et là, on a vraiment commencé au plus bas, on va dire. Mhm. Pour nous, ce qui était important, c'était qu'on soit ensemble, qu'on ait qu'on a fait un pas vers un futur meilleur avec le master d'Aloha et on se projetait voilà, de vivre là. On se dit si un jour on commence une famille, la Norvège c'est un meilleur pays probablement. Donc je pense qu'on était très contents. Ouais, donc vous projetiez déjà à l'époque de rester en Norvège pour un petit moment. Voilà, on avait déjà un petit peu à l'idée de si on faisait le pas d'aller vivre dans un autre pays comme ça, il fallait rester suffisamment de temps pour se faire une vraie idée du pays. Mhm. Il fallait pas se dire, OK, on a une porte de sortie à la fin de l'année si on veut. On s'était dit, je sais pas, peut-être on allait rester au moins 3, 5 ans. Et toi, JB, as-tu remarqué des différences dans le fonctionnement d'une entreprise norvégienne ou en tout cas basée en Norvège, dans la culture de travail par rapport à la France ou même à la Thaïlande? Alors, j'ai jamais travaillé en France au final. Ah oui, Donc, bah alors. j'ai toujours vécu mon premier boulot en Allemagne, après en Thaïlande, après en Norvège. Donc c'est rigolo, mais j'ai absolument pas, je trouve, de repères par rapport à l'entreprise française. Mhm. J'ai juste des retours de mes frères et sœurs. Bah alors, Et, plutôt par rapport à l'Allemagne et la Thaïlande. venant de la Thaïlande, d'une industrie automobile et d'un pays quand même en voie de développement, arriver en Norvège dans l'industrie pharmaceutique, médicale et dans un pays nordique, c'était très très différent. J'avais des conditions de travail qui étaient vraiment excellentes. Et je suis d'ailleurs toujours dans la même entreprise et j'ai toujours des conditions de travail excellentes, avec beaucoup de flexibilité, des horaires très agréables, un bon salaire, des missions intéressantes. Donc c'était très très positif de ce point de vue-là. En Thaïlande, par exemple, on avait une sorte d'uniforme, tout le monde devait avoir le polo de l'entreprise, tout le monde parlait en thaï et c'était très bruyant, on va dire, dans les bureaux, mais très convivial, ça rigolait, etc. Alors qu'une fois qu'on arrivait en Norvège, c'était quand même assez silencieux dans l'open office. Les bureaux, les postes de travail étaient quand même assez confortables. Est-ce que tu t'es fait à la cantine norvégienne? C'est vrai que là, une fois, c'est pareil, je travaillais dans une usine en Thaïlande. Donc, on avait une cantine avec des grosses marmites et des plats thaï qui étaient préparés tous les midis, toujours du riz et quelque chose d'autre à côté. Là, en Norvège, ouais, pour le coup, ça, c'était choquant, ce que les gens mangent à midi. Déjà, la pause le midi est que de 30 minutes. C'est pas rare pour mes collègues de manger juste à leur bureau en lisant leurs emails. Et leur concept de matpakke, de sandwich au final le midi avec, ça peut être juste une tranche de pain de mie avec tranche de fromage par-dessus. Je crois qu'il y a une sorte de compétition un peu en Norvège pour faire les déjeuners les moins appétissants possibles. D'ailleurs, il me semble qu'en Suède, il y a une expression qui dit « arrive pas comme ça avec ton sandwich à la crevette » ou un truc comme ça, qui pourrait être considéré comme un sandwich un peu haut de gamme. Voilà. Donc moi, c'était sympa. Dans notre bureau, on avait un frigo entier qui était rempli d'à peu près de bons produits et on pouvait se faire nos propres petits sandwichs, etc. Donc moi, c'était toujours saumon fumé, petite crème fraîche, poivre, etc. Et ça faisait vraiment contraste avec le sandwich de mes collègues. Donc ça, c'était gros choc. Pour nous, en France, je pense,
Le repas du midi, c'est important. On mange en général chaud, on mange bien, on prend une longue pause. Et là, en Norvège, c'était dur de s'habituer. Pour faire un petit zoom sur l'expérience cantine ou sandwich, Aloua a fini par au final travailler plus tard dans le même bâtiment dans lequel se situait mon entreprise. Et là, pour le coup, nous, on était 3 étoiles, quoi. Au moins, on était très contents des plats chauds qu'on mangeait. C'était cuisiné, c'était buffet. Là aussi, dans la confiance, on pouvait se servir ce qu'on voulait. Donc, c'était... Ouais, vous avez un peu mis en place la compétition des cantines et quand on Ouais, change de c'est boulot, vrai. c'est alors ta cantine. Ouais, parce c'est un que, peu ça. Il y a eu un peu ça, ouais. en tout cas pour nous, pour les étrangers, c'était important, quoi. Les Le- Norvégiens, ils doivent jamais se poser la question, mais Ouais, nous, le c'était... package devient un peu anodin sur le côté, mais la cantine avant tout. Alors après, en plus, quand tu vas dans une cantine à 10h45 le matin, 11h, il y a déjà plein de gens qui sont attablés pour leur repas du midi. Alors qu'en France, je pense qu'avant midi, il n'y a quand même pas grand monde. Donc là, c'est pareil, la plupart des gens, ils finissent de manger leur déjeuner très tôt, ils mangent leur dîner très très tôt aussi, 4h30, 5h. Donc, Mais ça, vous y êtes habitué? Parce que moi, perso, par exemple, le midi, ça me faisait trop plaisir parce que j'ai faim très tôt. Donc, je me suis mis à la mode norvégienne facilement. Est-ce que vous avez adopté ça facilement? ouais, à 100%. Ouais. Mm. Je trouve que notamment le dîner très tôt, moi j'apprécie Moi aussi, particulièrement. ouais. Pour la petite anecdote, hier soir, enfin je dis hier soir d'ailleurs, mais Aloua et moi, hier, on a fait un restaurant, donc à 4h15, 4h30, on avait un burger dans un petit restaurant à Sandefjord. Donc ouais, ça choquerait, je pense, beaucoup de Français. Et Ouais, mais Et on n'était pas les seuls. bien Ah sûr. oui, voilà, il faut préciser. Il faut peut-être réserver à cette heure-là parfois dans En certains plus. endroits d'Oslo. Et à Mais- l'inverse, ceux qui, par exemple, débarquent à Oslo et s'attendent à peut-être avoir une table à 21h, oula, attention, les cuisines. Ouais, les cuisines ferment plutôt voilà, complètement. ferment à 21h. Est-ce que vous avez trouvé que c'était facile de vous faire des amis norvégiens ou non norvégiens, ou en tout cas d'intégrer des cercles sociaux? Aussi bien à Ålesund qu'à Oslo d'ailleurs. À Ålesund, on a eu un accueil particulièrement chaleureux, notamment parce qu'une copine étudiante d'Aloua était en couple avec un garçon qui travaillait dans un open space dans le centre d'Ålesund. Et une fois par mois, ils avaient une sorte d'after work. Et je ne sais pas très bien pourquoi d'ailleurs, mais on était invités par ce garçon, cette copine. Et on a rencontré du coup beaucoup de locaux qui travaillaient dans cet open space. Et ils étaient vraiment super adorables, super accueillants avec nous. Tout le monde norvégien. Tout le monde norvégien, mais ils parlaient anglais entre eux, même si on n'était pas juste à côté d'eux pour qu'on puisse tout comprendre, etc. On a rencontré au final beaucoup de locaux à Ålesund et c'était très très convivial. Ça nous a fait très plaisir parce que pour autant, en Thaïlande, c'était aussi pas forcément facile de lier des bonnes relations d'amitié. Et après, une fois qu'on a bougé à Oslo, on va dire des locaux, on n'en a quand même pas rencontré beaucoup. On s'entendait bien avec nos collègues norvégiens, mais on ne peut pas dire qu'on a d'amis norvégiens, je pense, à Oslo. Vous êtes plus rapprochés des expatriés. Ouais, c'était plus facile, comme je pense dans beaucoup Ouais, d'expériences bien sûr. d'expatriation, on se rapproche des gens qui n'ont pas déjà leur Leurs attaches. cercle d'amis, etc. Ouais, voilà. Mais pour le coup, moi j'ai toujours trouvé que les Norvégiens étaient très sympas, étaient assez chaleureux. Ils sont pas si froids, je pense, que ce qu'on l'entend. Mais c'est pas facile forcément d'avoir des vraies relations amicales. Ils ont déjà, au final, eux, tout leur réseau d'amis, leur routine, leur famille. C'est pas facile de se faire une petite place dans leur vie, je pense. Oui, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est important de préciser que, comme tu le dis, à l'inverse, un Norvégien qui débarque en France, pour ceux qui sont déjà établis dans une ville, admettons, depuis un moment, oui, tu as ton cercle familial, tu as ton cercle d'amis. Donc tu peux avoir des conversations sympas au boulot, mais c'est pas pour autant que tu vas facilement intégrer quelqu'un dans tes rassemblements. Ta vie est déjà très organisée, donc je trouve que c'est important de dire aux auditeurs, il faut jamais prendre ça directement personnellement. Les gens ont leur vie qui est déjà établie. On arrive souvent de l'extérieur. Heureusement, c'est pas toujours le cas. On peut très bien s'intégrer dans ces cercles-là aussi, mais ça va être plus difficile. On reste Et nous, un on avait élément vécu en externe à la base. Argentine, au Panama. Ouais. C'était
pareil au final. On Oui, se voilà. rapprochait plus des étrangers que des locaux pour ces raisons-là aussi. Donc, Au quotidien, très chaleureux, mhm. peut-être encore plus d'ailleurs, certainement qu'en Norvège, mais en dehors du boulot ou en dehors des études, ça peut parfois être plus délicat. Après, je trouve qu'en Norvège, il y a beaucoup de Norvégiens qui, pour des raisons professionnelles, ont déménagé aussi à Oslo. Ouais. Et du coup, ils ont leur famille et leurs amis souvent autre part en Norvège. Et comme on a dit, c'est des longues distances, donc ils ne rentrent pas tous les week-ends chez eux. Du coup, ça permet, je trouve, avec ces Norvégiens-là, nous, c'était nos voisins avec Alban, ça a été facile de créer du lien parce que eux non plus n'avaient pas de famille. Oui, absolument. Et je pense qu'en Norvège, dans les pays nordiques, il y a cette importance de la communauté, notamment parce que, par exemple, les hivers sont longs, très sombres, et les moments d'amitié comme ça, c'est très important. Donc, je pense que c'est important, voilà, de rencontrer des gens, que ce soit des étrangers ou pas, mais de tisser des liens pour pouvoir avoir une expérience réussie en Norvège. Si on se retrouve vite tout seul, je pense que c'est un pays qui peut être assez pesant. Merci beaucoup, JB et Aloua, de nous avoir reçus chez vous. Votre histoire ne se termine pas là. Là, nous en sommes à Oslo, avec un boulot pour toi, JB. Aloua, toi qui es présente, qui termine ton master et notamment ta thèse, il nous tarde d'en savoir plus parce que après Ålesund, après Oslo, vous ne vous êtes pas arrêté là. Pour suivre la suite de vos aventures, on vous dit à très bientôt chez nous. Sous les aurores. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un avis sur votre application d'écoute préférée. Ou un commentaire sur YouTube, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast. Merci et à très vite pour le prochain épisode.